je vous présente maintenant la docteure Joëlle Vuille pour la faculté de droit, sciences criminelles et administration publique, FDSCAP, pour les rares intimes qui auraient déjà appris cet acronyme tout nouveau. Joëlle a été formée au droit et à la criminologie à l'UNIL. Elle a ensuite mené une recherche postdoctorale à l'Université de Californie à Irvine avant de revenir en Suisse, où elle est actuellement maître assistante ambizione à l'Université de Neuchâtel et chargée de cours en criminologie dans la faculté où elle a réalisé sa thèse. Elle nous parle aujourd'hui de justice et ADN. À toi. Merci. Alors, lorsqu'une infraction pénale est commise, un procureur, un juge dans certains systèmes, va ouvrir une enquête pour déterminer qui en est l'auteur et dans quelles circonstances cette infraction a été commise. Pour faire ça, ce procureur ou ce juge va recourir à différents types de preuves. Par exemple, il va entendre des témoins, des voisins, par exemple, qui auront vu ou entendu quelque chose. Il va consulter des documents, par exemple un testament qui pourrait établir un mobile. Il va aussi recourir de plus en plus souvent à des enregistrements de caméras vidéosurveillance qui pourraient éventuellement avoir enregistré quelque chose. Et puis, il va aussi avoir recours à des indices scientifiques, à des traces qu'on va trouver sur la scène de crime. Ces traces, d'un point de vue juridique, elles posent un problème particulier. Pourquoi? Parce que le procureur, qui est donc un juriste, qui n'a aucune formation scientifique, demande à des auxiliaires, des experts scientifiques, de prélever ces traces, de les analyser, de les interpréter pour lui. Et donc, en chargeant autrui de faire ce travail pour lui, il reconnaît en fait implicitement qu'il n'a pas lui-même les connaissances et les compétences pour faire ça. En même temps, juridiquement, il demeure responsable de l'interprétation qu'il fait de ces résultats scientifiques, de comment il va les recontextualiser dans le cas d'espèce et de comment il va les utiliser pour fonder son intime conviction et décider d'un verdict. Alors c'était ça en fait la question que j'ai choisi d'explorer dans ma thèse. Comment est-ce qu'on réconcilie cette tension entre des scientifiques et des juristes qui ne parlent pas forcément la même langue? Comment est-ce qu'on surmonte les obstacles qui peuvent éventuellement se présenter dans cette communication? Et quels sont les problèmes qui peuvent surgir au jour le jour lorsque des juristes utilisent des indices scientifiques dans des enquêtes pénales? Pour procéder, j'ai utilisé la méthodologie suivante. La première chose, c'est que j'ai consulté un certain nombre de jugements qui avaient été rendus par des tribunaux suisses à différents niveaux d'instance, du plus local, le tribunal d'arrondissement, jusqu'au tribunal fédéral. Et puis, j'ai aussi mené des entretiens avec des acteurs de système judiciaire pénal en Suisse, des avocats, des procureurs, des scientifiques et des juges, pour leur demander comment cette communication se passait et quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient. Et en fait, il y a deux choses qui sont apparues, deux problèmes qui ont été mis en évidence. Le premier problème, c'est qu'il y a une certaine dose de la part des juristes de surinterprétation des résultats scientifiques. Contrairement à ce qu'on voit dans les séries télévisées comme Les Experts, NCIS, etc., l'ADN ne désigne pas le coupable. Une preuve scientifique va pouvoir donner une indication quant à une source possible. Cet ADN provient éventuellement de telle personne, mais la quantité d'informations qui est donnée et la qualité d'information est toujours relativement limitée. Par exemple, quand on trouve une trace d'ADN quelque part, on ne peut pas savoir, grâce à l'analyse, comment elle est arrivée là. Et donc ça, c'est des surinterprétations que les juristes font souvent parce qu'ils n'ont pas de connaissances scientifiques et puis parce que, comme nous tous, ils sont influencés par ce qu'ils voient à la télévision, au cinéma, dans les médias, etc. Et tous ces médias véhiculent en fait des choses qui ne sont pas toujours vraies. Pour vous donner un exemple assez récent, l'été dernier, en Californie, à San José, Monsieur Ravi Kumar, qu'on voit ici à gauche de l'image, a été retrouvé baignant dans son sang, dans sa villa. Des secouristes ont été appelés sur les lieux, ils ont tenté de le réanimer, ils n'ont pas réussi à le faire, la personne est décédée. La police scientifique est entrée en scène, ils ont fait des prélèvements d'ADN, notamment sur les mains de M. Kumar, et ils ont trouvé l'ADN de l'autre monsieur qu'on voit ici, qui s'appelle Lucas Anderson.
Heureusement pour M. Anderson, la nuit du crime, il était dans un coma éthylique, dans un hôpital, non loin de là, ivre-mort, absolument incapable de se lever de son lit. Une enquête a donc été menée pour savoir comment l'ADN de Anderson avait pu se retrouver sur les mains de M. Kumra, sachant qu'il était absolument impossible que ces deux personnes soient entrées en contact. Et voilà ce qu'on a trouvé. Tôt dans la soirée, des ambulanciers ont été appelés dans un bar où M. Anderson embêtait tous les clients parce qu'il était complètement ivre. Ils lui ont pris ses signes vitaux pour savoir à quoi il en était. Ils l'ont embarqué dans l'ambulance. Il est plus tard tombé dans le coma et il y est resté toute la nuit. Pour connaître son état de santé, ces ambulanciers lui ont mis sur le doigt un oxymètre que vous voyez ici, qui est une petite pince qu'on met sur le bout du doigt qui sert à mesurer l'oxygénation du sang. Les ambulanciers sont repartis de l'hôpital, se sont écoulés quelques heures, et plus tard, le même groupe d'ambulanciers sont intervenus sur la scène de l'attaque de M. Kumra. Ils ont essayé de le réanimer. Pour connaître ses signes vitaux, ils ont mis sur son doigt le même oxymètre. Et puis ensuite, ils sont repartis, la police scientifique est entrée en scène. Et on imagine, mais évidemment, on ne peut pas être sûr, on imagine que c'est comme ça que l'ADN de Anderson s'est retrouvé sur le doigt de Kumra. Maintenant, je vous laisse imaginer dans quel pétrin M. Anderson se serait retrouvé si, au lieu d'être dans un coma éthylique, dans un lit d'hôpital, avec tout un groupe d'infirmières qui pouvaient confirmer qu'il n'avait pas bougé de la nuit, il s'était retrouvé tout seul chez lui, sans copine, sans parents, sans frères et sœurs, pour pouvoir attester qu'il avait bien un alibi. Le deuxième problème, en fait, que mes données ont permis de mettre en évidence, c'est une confiance qu'on peut qualifier d'exagérée de la part des juristes envers les scientifiques. C'est vrai qu'on voit le scientifique comme étant quelqu'un qui est neutre, qui est impartial, qui est objectif, qui est toujours très efficace et très sérieux, mais les scientifiques sont des êtres humains comme les autres, il leur arrive d'avoir des mauvais jours, d'avoir pas dormi la nuit d'avant, d'avoir une grippe carabinée, de s'être engueulé avec leur petite amie, etc. Et donc d'avoir la tête en l'air. Et donc il peut leur arriver de faire des erreurs, mais le problème en fait c'est que les juristes très souvent leur font une confiance quasiment aveugle et ne se rendent pas compte qu'il peut y avoir ce genre d'erreur. C'est une histoire que m'a racontée un procureur roman qui, un matin, est parti au tribunal avec un acte d'accusation pour requérir contre un monsieur qui avait soi-disant commis un cambriolage et pour lequel il avait été mis en cause par de l'ADN qui avait été trouvé sur la scène de crime. Arrivé au tribunal, il se rend compte que son suspect a le meilleur alibi du monde puisque, au moment où le cambriolage était commis, il était lui-même en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? De nouveau, on ne peut pas vraiment être sûr, mais apparemment, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on prélève des échantillons d'ADN, lorsqu'on fait des analyses, on n'identifie pas la personne avec son nom pour des raisons de protection des données, mais grâce à un numéro. Et ces numéros, c'est clair qu'il faut les transcrire. Il faut transcrire le numéro qu'il y a sur l'échantillon dans le système informatique, il faut relire ce qu'il y a dans le système informatique pour l'écrire dans le rapport de police. Du rapport de police, il faut le recopier dans la mise en accusation du procureur. Et donc, à toutes ces étapes, il peut y avoir des erreurs dans les numéros d'identification. Et c'est apparemment ça qui s'est passé. Et de nouveau, je vous pose la question, si cette personne n'avait pas été en prison au moment où l'infraction était commise, elle aurait eu bien du mal à expliquer qu'elle était effectivement innocente. Donc tout ça pour vous dire qu'on a donc un certain nombre de problèmes dans la communication entre les scientifiques et les magistrats. Et donc ça m'a amené à élaborer un certain nombre de recommandations. La plus évidente, c'est d'améliorer la formation. Moi-même, je suis juriste. J'ai fait des études de droit ici à l'Université de Lausanne. J'ai eu un cours de médecine légale et je me considère comme très chanceuse parce que l'Université de Lausanne est une des rares universités dans lesquelles les étudiants en droit sont exposés à des domaines scientifiques. Mais ça reste très très parcellaire et très très lacunaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement de formation, alors que dans la vie de tous les jours, qu'on soit avocat, procureur ou juge, on aura affaire à ces preuves scientifiques et on ne saura pas du tout comment les utiliser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'améliorer aussi la communication de la part des experts. C'est-à-dire que les scientifiques, on leur apprend durant leurs études à faire des analyses ADN, à comparer des empreintes digitales, mais c'est vrai que l'aspect communicationnel par rapport aux magistrats, l'accent n'est pas mis là-dessus, c'est pas quelque chose qui leur vient non plus naturellement, et puis ça peut être assez difficile et c'est pas quelque chose où on a une grande pratique.
Ensuite, il y a d'autres solutions qui pourraient être, par exemple, d'avoir des tribunaux qui sont spécialisés. En Suisse, on a des tribunaux spécialisés dans les affaires financières, très curieusement. On n'a pas de tribunaux qui sont spécialisés dans les preuves scientifiques, avec des magistrats qui font ça toute la journée et qui savent vraiment de quoi ils parlent. Maintenant, vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais finalement, quel impact est-ce que ça a? D'accord, il y a des surinterprétations, il y a peut-être une confiance exagérée, mais est-ce que ça amène réellement à des verdicts erronés? Et ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas répondu dans ma thèse, parce que c'est un tout autre sujet. Et le fait est qu'aux États-Unis, vous connaissez l'Innocence Project, probablement, qui est ce projet qui a été lancé par 2 professeurs de l'Université de New York et qui vise à réouvrir des dossiers de personnes qui ont été condamnées à des peines extrêmement longues, qui ont parfois été exécutées, et pour voir si, effectivement, elles avaient réellement commis les infractions pour lesquelles elles avaient été condamnées. Et en fait, les données de l'Innocence Project suggèrent, alors de nouveau, il y a des limitations, on ne peut pas non plus en inférer n'importe quoi, mais que sur les 300 premiers cas d'exonération attestés aux États-Unis, dans environ 50% des cas, il y avait une preuve scientifique qui avait été mal administrée, qui était erronée, qui avait été falsifiée, etc. Donc pour dire que ce n'est pas un phénomène qui est marginal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Europe et en Suisse? On n'en sait rien, parce qu'on n'a pas l'équivalent. On ne connaît pas, on n'a pas ce genre de données, et donc c'est pour m'attaquer à cette entreprise qui s'annonce extrêmement facile et tout à fait faisable, que j'ai soumis donc, un projet Ambition, comme l'a mentionné mon collègue avant, et donc c'est ce que je vais faire pendant les 3 prochaines années, d'essayer de récolter des données sur l'impact que la mauvaise administration des preuves scientifiques a sur des éventuels verdicts erronés en Europe. Merci beaucoup. Merci Joël. Une question dans la salle. Mais il n'y a pas besoin. Peut-être une petite question. Tu as mentionné rapidement le fait que dans 50% des cas, où c'était les preuves scientifiques qui étaient mises en cause. Quels sont les autres 50%? Non, alors en fait, dans les 50% des cas, il y a au moins une preuve scientifique qui a été mise en cause, mais il peut y avoir plusieurs types de preuves erronées dans le dossier. La plus grande source d'erreur, c'est évidemment les témoignages. C'est des gens qui se trompent parce qu'ils croient avoir vu certaines choses alors qu'ils ne les ont pas vues, ou des personnes qui mentent parce qu'elles ont un intérêt dans l'affaire, parce qu'elles veulent protéger d'autres gens, etc. Donc la plus grosse source d'erreurs judiciaires, si on veut le dire comme ça, c'est les témoignages erronés. Merci. Une autre question. Elle s'adresse en fait à la police scientifique, enfin aujourd'hui Forensic Sciences. Il me semble que pour éliminer les risques de surinterprétation, vous mettez des cut-offs, des limites de détection relativement élevées, parce que la contamination, c'est un grand risque justement. Donc c'est quelque chose que vous avez discuté, j'imagine. La limite de détection, parce que je regarde M. Moser, qui est un expert de laboratoire, et vous dire, mais il suffit que nous, on respire dans cette salle pour avoir de l'ADN de tous sur nous tous. Donc, comment est-ce qu'on élimine ça, ce risque de contamination, sauf en mettant des limites de détection relativement hautes pour les éliminer, enfin, pour les minimiser? Alors ça, c'est un des problèmes, savoir si la substance est présente ou pas, mais ça n'écarte pas les autres types de problèmes qui sont comment est-ce que cette substance est arrivée là. Donc même en ayant des limites de détection qui sont plus élevées, vous répondez à un certain type de problème, mais pas à tous en fait. Merci beaucoup.